Bienvenue sur le plateau télé Media Lab de la Cato. Nous recevons aujourd'hui, et c'est un honneur, Bruno Durieux. Bruno Durieux, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Durieux, résumer votre CV est un peu compliqué. Vous avez été ministre délégué au commerce extérieur, ministre délégué à la santé, député du Nord, membre du gouvernement Rocard. Vous avez été un proche de Raymond Barre, dont vous avez rejoint le cabinet en 1976. Vous êtes toujours maire de Grignan, dans la Drôme, président des conseillers du commerce extérieur, inspecteur général des finances et par ailleurs artiste. Musicien, vous jouez du piano, je pense, du violon, vous êtes sculpteur, vous exposez à Paris, et j'ai entendu dire que vous faisiez également, ou que vous aviez fait du parachute. Bruno Durieux, les 35 heures, définitivement, ça ne vous intéresse pas? Non, non. Pas pour moi, et même pour la société et l'économie française en général, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup l'activité et je pense que dans le cas des personnes, 35 heures n'a aucun sens. Mais si on pouvait également faire échapper la France à l'esprit des 35 heures, tout en respectant la possibilité pour chacun de travailler en fonction de son état de santé, de son âge, de la difficulté de ses tâches, etc. Non, j'ai toujours été opposé aux 35 heures parce que je pense que quand on a 30 ans, 35 heures c'est peut-être trop court parce qu'on est en pleine forme. À 40 ans, on construit sa maison ou on achète sa maison, on a envie de travailler plus. À 50 ou 55 ans, on est plus fatigué. Et donc, moi, je pense que l'État n'a pas à fixer la durée moyenne légale du travail. Il n'a pas à la fixer. En revanche, il a à fixer les durées maximales pour protéger les populations et assurer les travailleurs, si vous voulez. Donc, je trouve qu'il devrait fixer des durées maximales du travail dans la semaine, le jour, la semaine, le mois, l'année. Et pour le reste, ça doit rester à la discussion, revenir à la discussion entre les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise et les salariés. En tout cas, vous ne vous arrêtez pas, vous cumulez les fonctions. Aujourd'hui, vous êtes né en 1944, vous avez donc 70 ans, on peut le dire. Quel est votre moteur au quotidien pour être toujours aussi actif et sur tous les fronts? C'est la curiosité. Je suis curieux de beaucoup de choses. J'ai toujours été passionné par les questions artistiques. Quand j'avais 7 ans, je rêvais d'être chef d'orchestre. Quand j'avais 9 ans, je rêvais d'être premier violon. Ensuite, j'ai rêvé d'être un politique éminent. Et puis, j'ai rêvé aussi d'être ingénieur. Je suis un scientifique de formation. J'ai fait beaucoup de mathématiques, de physique. J'ai appris l'économie parce que je voulais connaître l'économie. Je ne connaissais rien à l'économie quand je me suis mis. C'est la curiosité qui me pousse. Je veux voir, je veux entendre, je veux comprendre, je veux qu'on démontre. Et puis, je veux faire part de mes propres analyses après avoir pris le soin de comprendre et d'écouter, d'étudier. Patrice Lecomte, réalisateur, s'étonnait de votre capacité à vous intéresser à tout en gardant votre jardin secret. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le jardin secret de Bruno Durieux? On trouve d'abord l'amour de l'art, c'est vrai. C'est vrai, j'ai toujours aimé la peinture. D'ailleurs, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'étais passionné par l'art flamand, par exemple. Et je me rendais souvent à Bruges, à Anvers, à Gand, au musée de Lille, évidemment, au Louvre. Et j'ai eu une période où mon peintre préféré était Memling, vous voyez. Et puis après, je suis passé chez les Hollandais, je suis revenu chez les Italiens. J'ai toujours été passionné par la sculpture. Et c'est au lycée, en fait, quand j'étais encore dans le secondaire, où on avait des cours de travaux pratiques à l'époque, où j'ai fait mes premières sculptures en métal. Et puis, ça m'a amusé. Et puis, j'ai toujours gardé cette idée-là. Et quand j'étais en province, alors là, en Lorraine, parce que je suis à moitié lorrain par ma mère, c'est le pays de l'acier, c'est le pays de la sidérurgie. Et là, il y avait dans le village, pas très loin, un ferrailleur. Et alors, j'allais chercher des ferrailles. Et le charron de mon village avait un poste à souder. Oui. C'est comme ça que je suis venu à la sculpture et j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé la musique. C'est vrai que j'ai étudié le violon. Je fais des quatuors, je joue en famille avec mes enfants. On fait des quatuors et on s'amuse beaucoup. Alors, vous avez eu plusieurs ministères, vous vous êtes beaucoup donné encore aujourd'hui à la cause publique. Et puis, vos passions sont solitaires, la musique, la sculpture, votre atelier. Est-ce que pour vous, l'art est un échappatoire, un refuge? Pas vraiment. Pas vraiment, mais j'ai toujours fait... non, c'est autre chose et qui me convient bien. Alors, vous avez raison de dire que l'artiste crée en solitaire dans son atelier, dans le silence, tandis que la vie politique, c'est au contraire complètement collectif. On est avec d'autres, on discute, on monte des opérations en équipe. Donc, c'est des mondes qui sont apparemment très, très différents et pourtant, ils ont peut-être plus de points communs qu'on peut le penser. Alors, justement, faire de la politique, c'est un art? C'est un art, il y a de grands artistes en politique, de grands artistes parce que ce sont de grands orateurs. Un grand orateur a toujours
une dimension de comédien au sens le plus éminent du terme, mais c'est aussi un art parce qu'il faut savoir satisfaire tout le monde, il faut savoir organiser des campagnes, organiser des opérations politiques sans y mettre de connotations négatives. Et donc, c'est un art, il n'y a pas de doute, mais c'est quand même un art assez différent de l'art plastique ou de l'art musical ou du travail de l'écrivain, même s'il y a des points communs. Et dans les points communs, il y en a un qui me paraît important, c'est que les artistes et les politiques sont jugés par le public. Quand vous êtes dans une entreprise, c'est votre supérieur hiérarchique. Quand vous êtes dans une administration, c'est votre supérieur, c'est vos chefs. Là, l'artiste, comme l'homme politique ou la femme politique, sont jugés par le public. Le public vote. Le public vote avec ses pieds quand il exprime son opinion. Et le public est un juge difficile, insaisissable. Vous ne le voyez pas, en fait. En même temps, vous le rencontrez. Il est absolument impitoyable. Il n'a aucune pitié. Vous êtes battu aux élections, vous êtes battu. Vous avez gagné très bien, mais il y en a un qui a été battu. Et puis, il y a également une chose qui est commune à l'art et à la politique, pour ceux qui le font avec du cœur, hein, avec de la conviction, c'est que c'est un peu des missions. Un vrai artiste, au fond de lui-même, se sent une mission d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il observe, ce qu'il a envie de communiquer à travers sa technique de peinture, de musique, sculpture. Et le vrai politique, celui qui est estimable, il a aussi une mission qui est de faire passer ses idées, ses convictions, ce qui lui paraît bon pour la collectivité et dont il est le porteur. Donc il y a d'autres points communs. Par exemple, en général, en politique, on s'améliore avec l'âge. Mais dans l'art aussi, on s'améliore avec l'âge. Et puis, c'est Max Weber, le sociologue, qui disait que en art comme en politique, il faut avoir le coup d'œil. Alors, évidemment, pour le peintre ou le sculpteur, il faut avoir le coup d'œil, il faut voir le trait, le caractère qu'on veut rendre. Mais en politique, c'est pareil. Quelqu'un qui avait un excellent coup d'œil, c'était De Gaulle. Un autre grand artiste de la politique était Mitterrand. Ils n'étaient pas franchement sur les mêmes positions. Mais voilà des grands artistes. Alors, il y a beaucoup de choses en commun qui expliquent que souvent la psychologie des artistes et la psychologie des politiques se ressemblent. Ce sont souvent par l'idée d'ego. L'ego est une chose, c'est quelque chose qui compte évidemment en politique. C'est même une des choses qui est les plus difficiles à gérer quand on est responsable d'une formation, par exemple. Et en politique et en art aussi, l'ego compte. L'artiste a beaucoup d'ego. Et voilà, on peut multiplier les exemples. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de la politique au plus haut niveau sans avoir 2 ou 3 cadavres dans le placard? Tout dépend de ce que vous appelez cadavre. Si le cadavre, c'est un mauvais coup et une pauvre personne qu'on a liquidée en passant parce qu'il fallait l'écarter alors qu'elle méritait mieux que d'être écartée, je pense que ce n'est pas fatal. On peut l'éviter. Mais ce qui est certain, c'est qu'en politique, il y a des combats, il y a des affrontements. C'est un jeu dur, mais ce n'est pas la notion de cadavre. D'ailleurs, quand on est à l'Assemblée nationale, moi j'ai été pendant 4 ans à l'Assemblée nationale, on s'entend bien, tout le monde est passé par l'épreuve. Tout le monde a été une fois battu, une fois élu, 2 fois, 3 fois. Et donc, il y a cette espèce d'entente qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, qui peut surprendre d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas, mais ce sont des gens qui ont passé l'épreuve. Qui ont passé l'épreuve, de droite ou de gauche, peu importe. C'est dur, mais c'est en même temps formateur. Hein. Il faut avoir beaucoup de caractère, il faut avoir beaucoup de résistance. Et puis, si vous êtes porté par des convictions, eh bien, vous passez toutes les épreuves. Vous gagnez ou vous perdez, mais en tout cas, vous passez. Vous qui êtes loué par vos amis, vos proches pour votre indépendance, votre franc-parler, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière politique où il était difficile de la fermer? Oui. C'est d'ailleurs, oui, quand j'étais député et que Pierre Bérégovoy était ministre de l'économie et des finances, il préparait l'entrée du franc dans l'euro. Il menait une bonne politique économique, une vraie courageuse, qui ressemblait beaucoup à celle de Raymond Barre. J'étais dans le passé un conseiller de Raymond Barre. Et la discipline de mon groupe, qui était l'UDF à l'époque, interdisait d'approuver ce budget, qui était bon en réalité. Et alors là, je l'ai, comme on dit, fermé. Mais je m'étais dit quand même qu'il y a probablement un moment où il faudra faire travailler toutes ces bonnes volontés ensemble, même si les unes viennent de la gauche, modérées, même si les autres viennent de la droite, modérées. Je pense que, et je l'ai fait en pratiquant l'ouverture, parce que j'appartiens, moi, à ce qu'on appelle le centre droit.
Mais je n'ai jamais eu la moindre difficulté pour travailler avec des gens comme Michel Rocard ou Pierre Bérégovoy. On parle de la France, donc l'État aujourd'hui, l'état de la France sociale, économique, environnementale, s'il y avait un mot qui résumerait la situation aujourd'hui, c'est pas désespéré? Elle n'est pas désespérée du tout. Moi, je pense qu'on a même énormément de ressources et de ressorts, mais on est dans un moment où la France est un peu frileuse, elle a un peu peur. Et tout le monde a peur, les corporations ont peur. On l'a vu avec la loi Macron. La loi d'Emmanuel Macron est une bonne loi. Elle n'est pas considérable, mais il y a des choses utiles dedans. Eh bien, tout le monde était comme une poule devant un couteau. On vote pas. On aurait pu la voter. La droite modérée aurait pu la voter. Et je pense que la France est frileuse, mais pas, les politiques sont frileux. Le gouvernement est un peu moins frileux maintenant, mais les corporations, les syndicats, le patronat est très frileux. La France est frileuse. Il faudrait un jour qu'une porte s'ouvre, une fenêtre s'ouvre, et puis qu'un grand bol d'air frais remplisse les poumons de ce bon et vieux pays, comme disait De Gaulle. Est-ce qu'il faut attendre ce grand coup de frais, ce grand coup de balai, ou il faut le provoquer? Écoutez, les conditions politiques aujourd'hui sont un peu différentes de ce qu'elles étaient il y a 1 an ou 2 ans. On voit bien que face à la question des attentats djihadistes, le gouvernement a bien réagi. C'est un avis unanime. Le président de la République a bien réagi. Donc les choses peuvent changer. Bon. Dans le domaine des réformes, je pense que le gouvernement est un peu trop prudent, même beaucoup trop prudent, et qu'il y a des sujets qu'il faut traiter dans le domaine du travail, dans le domaine de la durée du travail qu'on évoquait tout à l'heure, mais dans le domaine de la politique en général. Il y a beaucoup de réformes à faire, la réforme de l'État, les dépenses publiques, la fiscalité. Ces réformes ne sont pas faites. Nos voisins les ont faites. On est le dernier pays de l'Union européenne et de la partie historique de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Europe des 6. On est les derniers pour le moment, et il faudra qu'on le fasse. Mais la France a un peu peur. Un des grands défis, un défi majeur pour l'avenir, mais qui commence aujourd'hui, c'est la question de l'environnement, du dérèglement climatique. Hubert Reeves a dit récemment « Nous avons entamé une guerre contre la nature. Si nous la gagnons, nous perdons ». Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un point de non-retour en matière d'environnement et de dérèglement climatique? Non, et je pense que les questions d'environnement font partie de ces sujets où on se montre un peu peureux, un peu pusillanime, un peu recroquevillé. La question du réchauffement climatique, moi, me préoccupe, moins parce qu'il est, je crois qu'il est réel, que parce que les conséquences qu'il entraîne dans l'attitude des uns et des autres. Je pense que le réchauffement climatique est peut-être d'origine anthropique, de l'homme, à cause de l'activité humaine, mais je ne pense pas qu'il le soit à un point qui soit établi et démontré. Et deuxièmement, je m'inquiète un peu de voir derrière la préoccupation du réchauffement climatique des préoccupations beaucoup plus idéologiques, parce que, au fond, ce qui est souvent implicite dans certains milieux, en tout cas notamment quelques milieux écologistes, enfin d'écologisme politique, c'est s'il y a du dérèglement climatique, c'est à cause du capitalisme libéral, de l'économie de marché, de la société libérale. Vous voyez. Et je ne voudrais pas que le réchauffement climatique devienne le motif pour mener des opérations idéologiques qui remettent en cause un ordre économique qui n'est pas parfait, évidemment, mais qui nous apporte quand même, on le voit depuis des siècles maintenant, une certaine prospérité. Enfin, on est arrivé quand même au bout d'un système qui s'essouffle. Si on avait le modèle de consommation des Américains vers lequel on tend malheureusement tous, il faudrait, les études le montrent, 2 planètes pour absorber notre demande. C'est là où je pense que les personnes qui se préoccupent, qui s'inquiètent de la question du réchauffement, raisonnent mal, parce qu'elles raisonnent par extrapolation. Il est évident que dans 20 ans, même les Américains ne consommeront plus comme aujourd'hui. L'homme est adaptable, l'homme a de la raison, l'homme voit bien les dégâts qu'il cause ici, les chances qu'il peut avoir là, et il saisit ces chances et il limite les dégâts. Il ne faut pas voir les choses comme des projections. On vous dit, et si la Chine se met à consommer comme l'Amérique ? Mais la Chine ne consommera jamais comme l'Amérique. Et l'Amérique elle-même fera évoluer ses propres modes de consommation. C'est d'ailleurs pour ça que c'est formidable d'être jeune aujourd'hui. Je sors d'une réunion qui était vraiment intéressante avec des étudiants. Je leur ai dit, mais vous inventerez ces modèles. Mais ne soyez pas malthusiens, ne soyez pas peureux, ne soyez pas recroquevillés et ne bloquez pas tout à l'idée que ça devient difficile. Si vous preniez en 1800, il y avait 1 milliard d'habitants. Prenez un savant, intelligent, philosophe, observateur scientifique en 1800. Vous lui auriez dit que la planète de 2015 nourrit 6,5 milliards d'habitants, qu'elle chauffe
qu'elle offre des voitures, des possibilités de déplacement, jamais il vous aurait cru, parce qu'il vous aurait dit c'est impossible. C'est impossible, parce qu'on ne connaissait pas toutes les sources d'énergie, on ne connaissait pas toutes les techniques, toutes les inventions scientifiques qui ont permis quand même, et on peut le dire, qu'aujourd'hui 6,5 milliards d'habitants vivent sur la planète, et ils vivent mieux que le milliard qui vivait en 1800, sur tous les plans, sanitaires, nutritionnels, sans parler du confort et des commodités de la vie. Alors, comment concilier les impératifs économiques et les impératifs écologiques? La clé concrète aujourd'hui, puisqu'il y a urgence? C'est la science, La c'est la technique, c'est la raison. Et justement, ce qui m'inquiète, c'est que les milieux qui, au nom du réchauffement climatique, vous parlent de décroissance, de bloquer le principe de précaution, par exemple, que je crois être d'abord complètement dévoyé par rapport à ce qu'il a été à l'origine. C'est une idée du philosophe, c'est Hans Jonas, je crois, un philosophe allemand. Lui, il raisonnait en termes d'action, le principe de précaution pour agir. Aujourd'hui, le principe de précaution, c'est devenu le principe, dans le doute, abstiens-toi. Si l'humanité, si la France, si nos forces politiques, nos forces sociales s'abstiennent dans le doute, c'est la fin de tout. Donc, pour réconcilier développement et environnement, c'est évidemment la science, c'est évidemment l'intelligence, c'est l'adaptation, c'est le mouvement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de s'enfermer dans une forme d'immobilisme qui est mortifère. Aujourd'hui, la question de l'environnement est confiée pour l'instant à la classe politique classique, dont ce n'est pas le sujet, c'est même plutôt un sujet qu'il confisque à des fins électorales. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce non-sens, ce paradoxe? Moi, je crois qu'il faut être courageux, il faut être courageux. Je suis de ceux, par exemple, qui défendent au moins l'exploration du gaz de schiste, qu'on sache ce qui se passe, qu'on essaye, qu'on teste. Aujourd'hui, vous avez une législation qui l'interdit. Je suis de ceux qui pensent que les OGM, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, il en circule, même dans nos tables, dans nos assiettes. Non, on ne peut pas bloquer ces recherches. Je maintiens que si on veut que l'Afrique, par exemple, arrive à un niveau de qualité nutritionnelle, de qualité sanitaire comparable à celle des pays développés d'aujourd'hui, on aura besoin de ces techniques-là. Et aujourd'hui, on s'interdit les OGM, ça vient de la droite comme de la gauche. Il faut bien l'OGM et l'interdiction des OGM, c'est une proposition d'un parlementaire de droite. Les gouvernements de gauche l'ont confirmé. Mais c'est par la science, par la clairvoyance, par la prudence, évidemment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais surtout, ne nous arrêtons pas et n'allons pas vers la décroissance. N'ayons pas peur. C'est Jean-Paul II. N'ayons pas peur. Un mot sur la 3e révolution industrielle de Jérémy Rifkin. Pour vous, c'est la solution, cette voie qui est portée par lui et ses adeptes? Je pense que c'est intéressant. Je pense que voilà une approche créative, une approche qui renouvelle. Je crois qu'il a en partie raison, qu'on verra des petites unités de production locales. Ça me rappelle un peu les analyses d'Ivan Illich dans les années 60, qui ont été un peu oubliées, mais qui étaient également très, très fécondes. Je pense que cette vision du global, comme il dit, du global local, est très intéressante. C'est effectivement des voies de recherche. D'accord. On se heurte quand même, mais c'était abordé tout à l'heure pendant la conférence, à la place grandissante, omniprésente des lobbies auprès des politiques qui ont un temps lié aux élections très court et qui peuvent avoir une vision très influencée par différents lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques, industriels. Ça, c'est une vraie plaie, non ? Ce n'est pas une plaie. Écoutez, le lobby, ça veut simplement dire que des secteurs d'activité, des corporations, des groupes professionnels défendent leurs intérêts. C'est ça le lobbying, c'est d'aller voir des députés, d'aller voir des ministres, d'aller voir des représentants professionnels, patronaux, syndicats, leur expliquer ce qu'on fait. Bon, c'est un point de vue, ça défend des intérêts. Défendre des intérêts n'est pas un péché. Ce qui n'est pas correct, c'est le lobbying qui agit avec des moyens répréhensibles, par exemple la corruption, payer des gens. Mais le lobbying, comme le font très bien d'ailleurs les anglo-saxons, qui est officiel, qui est public, qui est affiché, n'est pas en soi répréhensible. Vous êtes un spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Moi, j'étais ministre de la Santé. Si les spécialistes de l'industrie pharmaceutique, du médicament, ne peuvent pas parler de ce qui leur paraît bien pour l'industrie du médicament et pour la santé, ça devient absurde. Simplement, quand il parle et quand il vient voir et défendre ses points de vue, il est important, c'est là où joue la transparence, de savoir pour le compte de qui il vient défendre tel ou tel point de vue. Là, mais une fois que la transparence est assurée, c'est au contraire.
Au contraire. Sauf que la transparence est loin d'être assurée dans ces milieux-là. Il y avait ce livre de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, qui parlait effectivement, puisqu'il a fait un tour au gouvernement très rapide, de la façon dont les lobbies pouvaient totalement changer des rapports et orienter fortement la vision des politiques qui prennent des décisions à court terme à des fins électorales. Donc la transparence dont vous parlez, elle n'existe pas. C'est un vœu pieux. Si vous voulez, le lobbyiste vous dit, voilà, moi par exemple, je suis une entreprise de car et je voudrais développer les longs courriers. C'est son droit. Bon. Après, qu'il convainque un député ou qu'il convainque un groupe de députés ou le gouvernement, c'est également le droit de ces gens-là d'être convaincus. Donc, le fait de dire oui à un lobbyiste et de prendre une mesure favorable qui va dans le sens d'une revendication d'un lobbyiste n'est pas en soi répréhensible. Ce qui ne va pas, c'est dès qu'il y a corruption ou manœuvre ou manipulation. Et ça, les manipulations, la corruption, le meilleur moyen de l'éviter, de lutter contre, c'est la transparence, l'obligation de transparence. Pour terminer sur cette question-là, et on va arriver au bout de l'interview, le rôle des réseaux sociaux, d'Internet, dans la diffusion des messages, des pétitions. Effectivement, les réseaux sociaux font beaucoup pour faire passer les messages qui, jusqu'à présent, n'avaient que peu d'écho. C'est important, les nouvelles technologies. Alors, c'est même fondamental, et il y a le meilleur et le pire. Ça charrie le meilleur et ça charrie le pire. Ça charrie les mensonges, ça charrie la calomnie, ça charrie le faux, le manipulé, et en même temps, ça peut charrier l'idée sincère, la réaction juste, le bon commentaire. Moi, je vais souvent sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, de voir. Mais on voit vraiment de tout. C'est là où compte ce qui est très important aux yeux notamment des jésuites, qui est la notion de discernement. On est dans une société où les moyens de communication se diversifient, se multiplient, et les individus, de plus en plus, devront faire preuve de jugement, de discernement, non seulement pour comprendre, mais dans leur comportement personnel, dans leur manière d'agir. L'entrepreneur de demain, par rapport à ces grands défis écologiques, à quoi il ressemble? Quelles sont ses qualités fondamentales? Il est mobile, il est créatif, il sort des sentiers battus, il va toujours regarder un peu plus loin. Il est comme l'artiste, hein, d'ailleurs, hein, il va toujours chercher au-delà de la frontière. Il faut qu'il soit un bon gestionnaire, mais un animateur d'hommes, et un animateur à la manière contemporaine, c'est-à-dire moins de hiérarchie, plus de relations conviviales, plus d'échanges horizontaux. C'est ça le manager, et on en a beaucoup en France, on a beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a, et ce sera le mot de conclusion, une citation qui vous fait avancer depuis toujours et que vous aimez partager avec les étudiants ou les gens que vous rencontrez dans des conférences et qui montre le cap? Oh, il y en a beaucoup. Mais je regardais récemment les dernières lignes des mémoires d'espoir du général de Gaulle. Alors, je ne vais pas le dire exactement, mais il termine, c'était après l'échec du référendum de 1969, quand il a quitté le pouvoir, où il a dit « Au fond, j'aurais appris que ce qui est bon pour la nation n'est pas forcément ce qui plaît à l'opinion et ce qui assure l'élection. » Ça s'appelle le courage en politique, même si je vais à contre-courant, si ma conviction est que c'est ce qu'il faut faire, je le fais au risque même de perdre, le cas échéant, une élection. Bruno Durieux, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Nous avons été ravis de vous accueillir sur le plateau du Media Lab de la Cato. On se retrouve une prochaine fois. Merci à Laurent et David à la technique pour le travail effectué. Bonne fin de séjour à Lille et bon retour dans la Drôme en Auvergne, chez vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.